aujourd'hui, on est ensemble pour discuter de l'art du cold outreach, du cold emailing, de la prospection à froid, si j'utilise les termes, on va dire, français. Donc, qu'est-ce que c'est que déjà la prospection à froid? C'est vraiment le fait de pouvoir contacter une personne, la prospecter, alors qu'elle n'a jamais entendu parler de vous. Donc, vu qu'elle n'a jamais entendu parler de vous, il y a des façons de faire qui sont différentes de quand vous allez prospecter un prospect qui est déjà chaud ou potentiellement un prospect qui a déjà entendu parler de vous, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment un art parce qu'il y a plein de choses qui sont difficiles à maîtriser. Et encore, même pour moi, il y a des choses que j'apprends au quotidien parce qu'en fait, on peut être qu'un expert en cold emailing et en prospection à froid qu'en faisant au quotidien. Donc là, je vais essayer de vous partager à travers cette petite présentation un maximum de tips, de choses actionnables et très concrètes pour que demain, même aujourd'hui, en fait, à la fin du webinar, vous puissiez commencer à ouvrir vos emails et à attaquer la prospection, aller chercher des nouveaux clients. D'ailleurs, avant que j'attaque pour de vrai du coup la présentation, je suis curieux. Vous avez déjà commencé à prospecter ou vraiment c'est le tout début et pour vous c'est un petit peu flou cette partie prospection, aller vendre son produit ou son service? Je crois, je sais pas si je peux revenir sur le Zoom. Est-ce que tu vois les commentaires ou tu veux que je te les lise? Ouais, je pense que c'est mieux que tu me les donnes parce que ou alors il faut que je fasse échappe. Ah ok, c'est ici. Attends, ça On est apparaît sur même pas du en... tout début, pas encore lancé. Ah, ok, pas encore lancé, pas encore lancé. On attend ton brief. Ok, ok, cool. Donc en vrai, si vous n'avez pas commencé la prospection, je suppose que vous venez en fait à peine de terminer votre produit, service, que vous êtes en train de, vous souhaitez en fait valider le concept, aller chercher vos premiers clients. Euh, ok, bah écoutez, let's go. Comme ça, je vois exactement comment je vais pouvoir orienter la présentation. Allez, c'est parti. Donc, ouais, Lemlist. Je vous présente rapidement Lemlist. Qu'est-ce que c'est que Lemlist, qui on est, etc. Donc, nous, on est un outil d'outreach, de prospection automatisée cross-platform. Donc, ça va vous permettre de faire de la prospection tout bêtement par email, sur LinkedIn et via le cold emailing, le cold calling, pardon, aussi si vous le souhaitez. Ça fait environ 3 ans et demi qu'on existe et on est passé de 0 à 8 millions d'ARR. L'ARR, c'est le chiffre d'affaires pour les boîtes SaaS. On a fait de 0 à 8 millions en 3 ans, mais le plus impressionnant, en tout cas moi ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'en fait on a fait de 1 million à 8 millions, presque 9 maintenant, en vraiment 14 mois. Donc dès qu'on a été parti dès qu'on est entré en phase d'hypercroissance, on ne s'est pas arrêté et ça continue à exploser. Donc on a plein d'enjeux en termes de prospection et de structuration et je pourrais répondre à pas mal de vos questions. Tout ça, d'ailleurs, bien évidemment, avec une petite particularité, c'est qu'on est une équipe full remote. Donc là, vous pouvez le voir derrière, je suis à la maison. Ma head of sales, elle est en Serbie. J'ai ma collègue qui est à Chypre. On a des devs qui voyagent en France, au Mexique, etc., etc. Donc, on est vraiment une team full remote. La grosse particularité aussi de l'Amlist, c'est qu'on a la plus grosse communauté mondiale dédiée à la partie sales automation qui se trouve sur Facebook. Donc, avec un groupe qui s'appelle l'Amlist Family. Je vous invite à le rejoindre. Il y a pas mal de petits tips, de conseils, d'astuces. On fait des webinars avec des leaders d'opinion sur la partie sales. On a interviewé bah, voilà, Aaron Ross, etc., etc. Donc, que des grandes personnes, que des gros influenceurs sales. Et du coup, on est vraiment une équipe, même si on est très peu en tant que sales chez la liste, on est 5 en comptant Madoff, d'experts de la vente. On intervient aussi dans des entreprises écoles, entre guillemets, comme Iconoclast, Rocket School, Human School. Ce matin, j'étais avec Rocket. La semaine prochaine, je suis avec l'IDRAC. On fait Euridis aussi. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup d'écoles de commerce comme ça où on intervient. Et puis, on a un blog référence sur la prospection commerciale où on essaie de partager des templates de cold emailing, nos façons de faire sur la partie cross-canal, etc., etc. Vraiment pas mal de choses. Perso, qui je suis, je vais la faire très très courte. Déjà, on peut le voir sur la photo, je suis un petit jeune un peu foufou, je suis full stack BizDev chez Lamlist. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe de tout le cycle de vente, de la partie lead gen. Donc, je fais du bidouille de trois petites choses où je vais scraper des sites internet, je fais mon enrichissement, je mets dans mes séquences, je prospecte, je fais mes rendez-vous, je close et je m'occupe de après la relation aussi avec les clients quand c'est des gros clients et que je peux le faire. Donc, tout ça, ça fait que j'ai pas énormément de temps pour moi et je suis obligé de penser de manière hyper optimisée et automatisée, tout en gardant
quelque chose d'hyper important dans notre ADN, c'est la personnalisation, c'est le fait de créer des relations. Et je suis un ex-entrepreneur dans les ressources humaines. J'ai mis entrepreneur entre guillemets parce qu'en fait, moi, ça fait 7 mois que j'ai rejoint l'Amlist. Juste avant, j'étais en école de commerce et c'est à ce moment-là, entre le passage de l'école de commerce à l'Amlist, que j'ai pendant 9 mois bidouillé un projet dans mon coin et où j'ai appris vraiment, bah, pour le coup, tout seul. J'étais solo à automatiser tous mes process, que ce soit pour poster sur LinkedIn, pour prospecter, pour faire du market, etc., etc. Ma mission aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre, au-delà de vous permettre d'aller chercher des clients, moi, ce que je souhaite, c'est vous aider à entrer en contact avec n'importe qui et du coup, à pouvoir créer des relations avec cette personne-là de manière ultra personnalisée. Parce que la liste, bien évidemment, beaucoup de personnes l'utilisent pour la prospection, on va dire le côté sales, mais il y a aussi des équipes marketing qui l'utilisent pour aller chercher des backlinks, des personnes qui l'utilisent pour recruter. Donc, l'objectif, et c'est aussi ce que je vous disais juste avant dans notre ADN, moi, je souhaite juste que vous puissiez rentrer en contact avec n'importe qui de manière automatisée et pouvoir commencer à créer de la relation avec cette personne. Ce que j'attends de vous, ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas beaucoup de choses, c'est juste de bon, potentiellement écouter si ça vous intéresse et surtout poser toutes vos questions. Si ce n'est pas clair, s'il y a des choses où je ne rentre pas assez dans les détails pour vous, vous me stoppez, vous me posez votre question et moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. L'objectif, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, de vous partager un maximum de tips. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, ouais, le dernier point aussi, c'est ce que j'attends de vous, comme je vous l'ai dit au tout début. Il faut voir un petit peu la prospection commerciale, enfin en tout cas la partie outreach, comme un sport ou comme un art. En fait, pour devenir un expert dans ce domaine-là, ce qu'il va falloir faire, c'est pas qu'écouter des gens faire des webinars, c'est appliquer tout de suite. Donc, si vous avez la possibilité de, je ne sais pas, prendre deux, trois notes, derrière lancer une campagne et de faire des tests, faites-le, c'est le plus important. C'est comme ça que vous apprendrez. Et c'est comme ça que moi j'ai appris quand j'étais à votre place, entre guillemets, dans mes bottes d'entrepreneur. C'est en faisant et en faisant. J'ai fait quelques erreurs, j'ai fait des grosses erreurs parfois, mais au moins j'ai appris et maintenant je sais grosso modo comment fonctionne le cold emailing. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter la partie persona et persona scrapable parce que c'est une grosse brique, mine de rien, du cold emailing. C'est super important. Beaucoup de personnes pensent connaître leur persona, mais en fait, ce n'est pas le cas. Je vais vous apprendre aussi pardon, à écrire des messages qui obtiennent des réponses. On parlera rapidement de l'art du testing parce que c'est super important aussi. J'ai laissé une bullet point que je n'aurais pas dû, excusez-moi. Et après, je ferai un petit topo sur la partie prospection cross-canal pour vous montrer comment justement le fait de diversifier ces touchpoints, ces points de contact vous permet d'aller chercher un maximum de réponses. Let's go. Définir sa cible. Donc, pourquoi est-ce que c'est essentiel de définir sa cible quand on fait du cold emailing? Là, en vrai, vous pourriez vous dire, OK, moi, je pensais arriver à un webinaire où on va me parler de cold emailing pur et dur, mais en gros, bien comprendre sa cible, ça fait presque 50% du travail. Ça fait 50% du travail parce que derrière, vous allez être à même d'écrire des messages qui vont convertir, parce que vous savez exactement ce que votre cible a besoin, ce que votre ICP, vous connaissez exactement ses pain points, ses frustrations, ses besoins, ses problématiques. Donc, c'est super important. Ça va vous permettre d'augmenter, comme je l'ai dit, votre taux de conversion, votre taux de réponse, prise de rendez-vous. Lorsque vous savez aussi à qui vous adressez, bah, il y a tout qui devient plus simple. Ça, c'est vraiment pour la partie copywriting. Vous savez exactement quoi dire, quand le dire, pourquoi, sous quelle forme, etc., etc. Et puis ensuite, ça permet aussi de faire de la création d'effets de réseau et c'est plus facile ensuite pour travailler des verticales pour vous. Il y a deux cas et deux méthodes pour bien identifier et comprendre son persona. La première méthode, ça va être, vous avez déjà quelques clients ou des bêta-testeurs ou en tout cas, vous avez déjà des personnes qui utilisent votre produit. Là, le plus intéressant pour vous, c'est d'aller voir ces personnes-là et de comprendre un petit peu qui elles sont. Les personas, le persona qui vous rapporte le plus d'argent, celui qui utilise le plus votre produit, etc. Faites des segments comme ça et essayez de vraiment comprendre pourquoi ils utilisent le plus votre produit, pourquoi ces personnes-là, elles vous rapportent le plus d'argent par rapport au temps que vous passez. Et là, vous segmentez bien tous vos ICP. Le cas numéro 2, c'est peut-être le cas dans lequel vous êtes en ce moment, en tout cas, je suppose, c'est vraiment vous êtes en train de rechercher votre product market fit. Vous avez lancé votre projet, votre produit, votre service. Vous allez vouloir commencer à aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux partenaires. Vous imaginez que cet ICP va vous correspondre.
Mais en fait, on n'est jamais à l'abri quand on est entrepreneur de se tromper et en fait de faire un pivot et d'attaquer une nouvelle verticale. Donc, c'est vraiment cette partie-là, le product market fit, trouver l'endroit où vraiment votre produit va fitter avec le marché et où vous allez pouvoir apporter un maximum de valeur. Je vais me focaliser sur le cas 2, je pense que c'est quand même le plus important. Le cas 1, en vrai, c'est super simple, hein. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous posez quelques questions. Comment est-ce que ma cible elle se sentirait si elle ne pouvait plus utiliser mon produit? Quelles sont les personnes pardon, qui peuvent bénéficier le plus de mon offre? Ça, c'est des questions que vous allez poser en fait à vos utilisateurs. Quel est le plus grand bénéfice de notre produit, service pour vous? Comment on peut l'améliorer, etc., etc. Moi, je veux vraiment me focaliser sur le cas numéro 2, comme on n'a pas énormément de temps ensemble. C'est l'endroit où, comme je vous l'ai dit, vous allez chercher votre product market fit. Même au-delà du product market fit, je vous avoue que moi, ce template, on va dire, de persona d'ICP, je l'utilise au quotidien dans ma prospection. Quand je me dis que aujourd'hui, je vais aller contacter des head of sales de boîtes qui sont entre 200 et 500 personnes, je refais mon ICP parce qu'ils vont avoir des problématiques différentes. Ils vont avoir des objectifs différents, des buts différents. Tout ça, c'est super important de le bien identifier. Mettez-vous à la place de votre prospect. Il faut vraiment que vous puissiez le connaître sur le bout des doigts. Faites attention aussi parce qu'un objectif, c'est vraiment différent d'un besoin. Un objectif, c'est mesurable, c'est quantifiable, et les besoins, eux, ils sont, comme je l'ai écrit sur la slide, ils sont viscéraux. Donc, c'est bien important de les différencier et d'essayer d'identifier les deux. Ici, vous avez quelques exemples d'objectifs et de buts. En dessous, je vous ai aussi mis la partie content, social network, outbound. C'est comment est-ce que votre prospect, en fait, potentiellement, il va entendre parler de vous ou il a entendu parler de vous. Ça, c'est intéressant aussi. Moi, je sais que si je m'adresse à des head of growth, c'est que potentiellement, ils ont entendu parler de moi à travers enfin de moi, de la mise, excusez-moi, à travers un webinar ou un Slack. Il y a des choses qui vont être différentes dans ma façon de communiquer avec eux. Et potentiellement, même mon approche, je pourrais leur dire, j'ai vu que tu étais sur le Slack Growth Hacking France, j'ai vu que tu avais parlé de telle chose, etc., etc. Je me permets de te contacter et hop, j'appuie sur un de ces besoins, un de ces objectifs et j'écris mon call d'emailing de cette manière-là. Euh, Là, vous identifiez, je vous ai montré la brique la plus importante sur la partie persona, mais ensuite, il y a aussi toute cette partie-là, hein. Essayez de personnifier votre ICP, essayez d'identifier son parcours d'achat, etc., etc. Vous pouvez faire un screen si vous voulez de ce petit template, mais ça, c'est super important. Hop. Une fois que vous avez bien identifié votre persona, c'est cool, mais comment est-ce qu'on passe à la partie vraiment plus opérationnelle? Comment est-ce que quand je suis devant mon Sales Navigator, j'arrive à trouver mon persona sur LinkedIn? Comment est-ce que je retranscris en fait les informations que j'ai écrites dans mon template de persona sous forme de filtre? Donc, le but du persona scrapable, c'est vraiment de déterminer avec exactitude, entre guillemets, les caractéristiques que vous allez pouvoir réutiliser dans des recherches sur Sales Navigator, sur LinkedIn ou sur, je ne sais pas, plein d'autres outils d'enrichissement ou de database. Donc, il y a des filtres, des indicateurs qui sont très simples, hein, comme la taille de l'entreprise, l'industrie, etc., etc. Il y en a d'autres où c'est peut-être un peu moins évident, mais qui sont quand même très quali. Par exemple, on peut imaginer qu'on va en prendre pour exemple le VP Sales d'une startup. Moi, je vais vouloir contacter des VP Sales. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de me dire, OK, là, je vais prospecter des VP Sales. Le meilleur moment pour moi, ça aussi, je l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû vous le dire dans l'ICP, mais essayez de déterminer les signaux qui font que votre ICP va être prêt à utiliser votre produit. Et typiquement, là, un signal pour un VP Sales qui pourrait être vraiment quali pour moi, le meilleur moment pour moi d'arriver et de discuter avec un VP Sales, c'est quand il vient d'arriver dans une entreprise. Parce que s'il vient d'arriver dans une entreprise, donc s'il y a eu des changements entre différents VP, lui, potentiellement, ce qu'il va vouloir faire, c'est ajouter un petit peu sa patte perso, donc modifier quelques process, peut-être modifier la stack, etc., etc. Donc, c'est le meilleur moment pour moi de le prospecter. Ou alors, s'il n'y avait pas de VP avant et qu'ils en ont recruté un, c'est que potentiellement, ils ont envie de restructurer l'entreprise, la structurer, d'ajouter des process et de passer à la vitesse supérieure. Peut-être qu'ils ont fait une levée de fonds, etc., etc. Donc, c'est deux signaux qui sont intéressants. Et en fait, ces signaux-là, je peux facilement les identifier sur Navigator avec deux filtres.
Le premier filtre, ce serait la croissance du département aussi sales. Je pourrais me dire, je veux toutes les entreprises qui ont un département pardon, sales qui a une croissance de plus de 70%. Ensuite, à l'intérieur, je vais aller chercher le VP. Je vais voir s'il a euh, changé de job récemment ou pas. Ce que je pourrais faire d'ailleurs directement, c'est même faire des recherches de VP Sales sur Sales Navigator et aller chercher les personnes qui ont changé de job les 90 derniers jours. Et ces personnes-là, je pourrais les contacter d'une manière totalement différente dans une séquence la liste. Je pourrais vous montrer un petit peu à la fin si on a du temps. Mais donc, ouais, on pourrait se dire, OK, moi, l'objectif d'une boîte qui souhaite doubler, qui a doublé ou qui va doubler ou qui est en train de doubler ses effectifs sales, c'est qu'elle veut passer à l'échelle supérieure. Pardon. Elle veut arriver à un autre niveau. Il faut qu'elle grossisse vite. C'est en général lié aussi à des levées de fonds. Donc, c'est le meilleur moment pour moi de la contacter. Quelque chose qui peut être aussi intéressant, et je l'ai dit juste avant, c'est vraiment ce que je vous ai dit, quand la personne change de poste, depuis combien de temps elle est dans cette position, depuis combien de temps elle est Head of Growth, depuis combien de temps elle est VP Sales, Head of Marketing, CMO, etc., etc. Ça dépend de votre ICP, mais ça, c'est des petits filtres tout bêtes que vous pouvez utiliser et qui sont vraiment quali. Moi, il y a autre chose de très simple que je fais, hors Sales Navigator, c'est je vais tout simplement sur Welcome to the Jungle. Je scrape toutes les boîtes qui recrutent des sales ou des head of growth ou des lead generation managers ou peu importe. Je les mets dans mon fichier Google Sheet. J'ai scrappé sur Welcome to the Jungle l'URL LinkedIn. Je fous tout ça dans Sales Navigator. Sur Sales Navigator Team, je crois, on peut upload des fichiers CSV. Et donc là, j'ai ma liste de toutes les entreprises que je dois prospecter. Et ensuite, je fais des filtres directement dans Sales Navigator pour aller chercher VP Sales, Head of Sales, etc., etc. Et je les scrape et je les contacte de manière super quali. Donc là, on a vu l'importance de bien comprendre son ICP, comment l'identifier, comment transformer un ICP en persona scrapable. Donc normalement, vous savez comment générer, on va dire, des potentiels leads. Vous avez déjà vos listes de prospects. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de rédiger des emails qui obtiennent des réponses. Parce que ce que vous souhaitez faire, comme tout le monde, c'est générer du business, rentrer en contact avec des gens. Donc, la structure d'un cold email parfait, c'est relativement simple. Et en général, c'est même quasiment tout le temps la même chose. Un bon objet et une bonne phrase d'intro. Donc ça, c'est les deux informations qui vont être visibles, même si vous n'ouvrez pas en fait mon email, vous aurez l'objet de mon email plus une partie de la phrase d'intro. Donc, bien penser à ça pour booster un petit peu son taux d'ouverture, c'est important. Ensuite, dans l'email, dans la structure de l'email, pourquoi moi, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que moi je vous contacte et pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que maintenant c'est le meilleur moment pour vous comme pour moi de discuter? Ensuite, la partie 3, ça va être la proposition de valeur. Donc, la proposition de valeur, il va falloir l'adapter à votre ICP. On le verra après, je vous donnerai des exemples. Il y a le call to action, l'appel à l'action, super important. Franchement, il y a des best practices dont je vous parlerai sur le call to action et des choses qu'il ne faut surtout pas faire. La partie crédibilité et confiance, donc c'est la partie social proof. Et puis, il y a le PS qui est optionnel, mais que moi, j'utilise vraiment presque tout le temps dans mes emails pour pousser un petit peu de contenu ou même ajouter mon lien de désinscription et on en parlera, ça c'est important pour la délivrabilité. Puis après ça, je vous montrerai 5 niveaux de personnalisation pour aller plus loin aussi. Donc, si un email, c'est très simple et c'est logique, il n'est pas ouvert, il ne sera jamais lu. Donc, la phrase d'intro et l'objet, c'est les deux choses qui sont visibles, comme je vous l'ai dit, et qui sont super importantes, qu'il va falloir travailler. Il y a quelque chose il y a un mythe autour du cold emailing où en fait, les gens pensent qu'il y a des objets super, il faut avoir des objets super stylés et créatifs pour faire des taux d'ouverture importants. Croyez-moi, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Quand je fais de la prospection sur des head of sales, j'envoie outbound en objet et j'ai 80-85% de taux d'ouverture. L'objet, c'est important, mais pour que votre email il soit ouvert, pour que votre email il soit lu, travaillez déjà sur la phrase d'intro, mais travaillez surtout sur tout le setup technique qui va faire que vous allez avoir une bonne délivrabilité. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, ce qu'il faut imaginer, c'est que quand vous allez envoyer un email à un prospect, l'email provider de ce prospect-là, donc le fournisseur d'email, lui, il va essayer de déterminer si vous êtes un spammer ou pas. Et il y a une métrique qui va regarder, c'est un petit peu le ratio entre email envoyé et email reçu. Un spammer, qu'est-ce que c'est? En fait, un spammer, c'est une personne qui envoie 10 000 emails et qui obtient 3 réponses.
Donc, il y a un mauvais ratio, il y a un gros gap en fait à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on vous parle de réchauffer votre boîte mail. Typiquement, avec l'Emlist, il y a une fonctionnalité qui va vous permettre de réchauffer votre boîte mail grâce à une fonctionnalité qui s'appelle l'Emwarm. En gros, on prend votre adresse email, on lui fait envoyer des emails à tous nos clients et ces emails-là, ils vont être répondus. Il y a aussi tout ce qui est configuration des protocoles de sécurité, si je puis dire. Tout ce qui est SPF, DKIM, DMARC. Ça, c'est des protocoles de sécurité. Quand vous allez envoyer un email à un prospect, l'email provider, il va essayer de regarder si ces protocoles de sécurité-là, ils sont ajoutés à votre adresse email. Et s'ils ne le sont pas, en général, il va essayer de les bloquer parce que potentiellement dangereux. Et puis, il y a un dernier point qui est vachement sous-estimé et moi, je vois très peu de personnes le faire, c'est la partie Custom Tracking Domain. Là, demain, vous utilisez un outil pour envoyer des emails. Ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer des emails en votre nom, mais sans Custom Tracking Domain, vous allez les traquer au nom de l'outil que vous utilisez. Donc, si vous envoyez des emails avec votre nom et vous les traquez avec un autre nom. Là, pareil, l'email provider, il se dit, c'est bizarre tout ça, je vais le mettre en spam. Alors que quand vous ajoutez votre Custom Tracking Domain, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, les emails envoyés, ils sont en votre nom et les emails traqués en votre nom. Donc, il n'y a pas de différence. Et là, vous avez une meilleure délivrabilité aussi. Je pourrais rentrer dans les détails après si vous avez des questions. Sinon, je reviens sur les objets. Comme je vous l'ai dit, ne vous prenez pas la tête. Les objets, plus vous les personnalisez, mieux c'est. Donc, ajoutez un company name, un first name, etc. Mais faites des choses très simples, très courtes et qui sont quand même en relation avec comment dire, le contenu de votre email. Il y avait quelque chose que j'ai bien aimé d'un ami à moi qui s'appelle Fabien Ferreira, qui est grosse, qui disait que lui, ce qu'il aimait bien faire, c'était prendre deux mots-clés intéressants dans son email et juste les mettre en objet. Et ça marchait bien. Donc, ça reprend un peu ce que je vous ai dit. Moi, j'envoyais outbound quand je faisais de l'outbound. Je ne me prenais pas vraiment la tête. Ensuite, la phrase d'intro, comme je vous l'ai dit, c'est une des choses qu'on va voir quand on va recevoir un email de votre part. Et donc, du coup, si cette phrase d'intro, elle est super personnalisée, tout de suite, moi, j'ai envie d'ouvrir l'email. Si demain, vous m'envoyez un email en me disant, Marwan, c'était trop bien ton intervention chez School Lab et que vous continuez votre phrase, mais que je ne peux pas l'avoir parce que je ne peux pas tout. La prévisualisation est plutôt courte, c'est pas grave. Je vais me dire, OK, cet email, il est pour moi. Il me parle de moi, de mon intervention chez School Lab. J'ouvre l'email et j'essaye de continuer à lire pour voir ce qui se passe. Super important, cette phrase d'intro, elle booste votre taux d'ouverture, plus elle donne envie à la personne de lire votre email. Donc, c'est super important de la travailler. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on aime bien faire aussi chez la liste, c'est un peu briser les patterns. Ne pas forcément commencer nos emails par bonjour prénom, hello first name, salut first name, etc., etc. Moi, parfois, je ne mets même pas de hello, salut, hey, ce que vous voulez. J'envoie direct icebreaker, ma phrase d'intro, super personnalisée. Et ensuite, j'enchaîne avec mon email. Et je ne me suis jamais pris de remarques ni quoi que ce soit. Les gens ouvrent l'email, ils arrivent sur un contenu qui leur correspond, je réponds à leurs problématiques, ils me répondent, et puis comme ça, j'ai mes rendez-vous. La partie pourquoi moi et pourquoi maintenant, là, le but, en fait, c'est de faire comprendre à votre prospect que il va obtenir un bénéfice en rentrant en relation avec vous. Vous allez réussir à lui apporter une solution à un problème qu'il a depuis un moment et qui le dérange et qui est vraiment problématique pour lui. Plus le problème est important, plus ce sera facile pour vous d'arriver à conquérir le marché, à avoir des rendez-vous via vos emailing parce que vous taperez dans le mille directement. Donc, c'est pour ça aussi qu'à ce moment-là, l'utilisation du persona qu'on a vu ensemble, elle est importante. Parce que vous avez bien compris votre persona, vous avez bien compris à quel moment il faut que vous puissiez rentrer en contact avec cette personne, pourquoi est-ce que vous allez l'aider comparé à un concurrent ou à une autre personne. Et ça, c'est super important. Euh, oui, du coup, c'était un exemple que j'avais mis. Là, on imagine que vous êtes un recruteur. Vous recrutez des commerciaux. Votre cible, c'est les entreprises qui recrutent des commerciaux. Bah, une bonne phrase d'intro, vous allez juste sur Welcome to the Jungle. Vous voyez que l'Emlist recrute un sales. Vous nous envoyez un email en disant, je viens de voir sur Welcome to the Jungle que vous aviez des offres d'emploi pour recruter un commerciaux. J'ai trois profils qui pourraient vous intéresser. Est-ce que ça vous intéresse d'en discuter? Là, c'est super personnalisé, c'est pour moi, je sais de quoi on parle. L'objet que j'aurais pu mettre, c'est candidature, offre d'emploi sales. Je suis sûr que là, j'ai 80% de taux d'ouverture et que les personnes vont me répondre. Soit elles me répondent non, bah, on a déjà clôturé le, le- le- le recrutement, pardon. Soit pourquoi pas, soit oui, soit non, ou je veux plus de détails, mais en tout cas, c'est sûr, j'ai des réponses. L'objectif d'avoir une réponse, c'est pas forcément d'avoir que des oui aussi, hein.
faut bien comprendre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire non, pas maintenant, dans 6 mois, recontactez-moi plus tard, ou non, je travaille avec un de vos concurrents, mais c'est pas grave parce que vous, c'est des informations qui sont importantes. Vous allez pouvoir vous dire, OK, il faut que je recontacte cette personne dans 6 mois. Je me mets un rappel sur mon CRM. OK, elle travaille qu'avec un concurrent. Pourquoi tu travailles avec un concurrent? Je suis curieux, je suis en plein lancement de mon produit, je cherche des feedbacks. Tu comprends, toi aussi, toi aussi, je suppose que tu sais à quel point un feedback, c'est hyper valuable. Si vous pouviez juste me faire un retour, ce serait cool. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois de demander comme ça des petites informations de pourquoi est-ce que le cold emailing, ça ne vous intéresse pas. La personne, elle me dit, bah, sur ce marché, ça ne marche pas, on a essayé. Hop, je le sais, je le sors de mon ICP et j'arrête de contacter cette industrie. Donc, c'est super important d'avoir des réponses. La proposition de valeur. Euh, la proposition de valeur, elle doit toujours être adaptée aussi à votre persona. Elle va être hyper liée. Je saute la slide et je vous montre un exemple. Mais si demain, moi, je contacte un VP Sales, sa proposition de valeur, elle va être différente de celle d'un SDR. Le VP, lui, ce qu'il veut, c'est construire une équipe pardon, qui va atteindre ses objectifs. Alors que le SDR, ce qu'il veut, lui, c'est atteindre ses propres objectifs à lui, c'est juste prendre des rendez-vous qualifiés. Ce n'est pas forcément une mentalité de toute l'équipe, la structuration de l'équipe, les process, etc., etc. Le SDR, il veut juste gagner du temps, prendre des rendez-vous qualifiés, atteindre ses quotas, et comme ça, il est content, et après, il passe à eux, et ensuite, il passe peut-être team lead SDR, etc., etc. Donc, on voit clairement qu'il y a une différence dans le message, et donc forcément, je ne peux pas mettre un SDR dans une séquence où je m'adresse à des VP, où ma proposition de valeur, elle ne lui est pas adaptée. Ensuite, sur la partie proposition de valeur aussi, ça c'est intéressant, les gens en fait préfèrent se concentrer sur le résultat. Donc ne leur dites pas comment est-ce que vous allez les aider, ne leur parlez pas de vos features, on va vous aider à faire ça parce qu'en fait on a une fonctionnalité qui est trop bien. Non. Euh, on va vous aider à arriver en inbox, point final, vous aurez plus de réponses et plus de résultats, plus de rendez-vous. Ensuite, le comment, on en parlera après, mais ce n'est pas le plus important. Vous, votre objectif, c'est juste de prendre des rendez-vous. OK, je vais vous aider à le faire, mais le comment, on en parlera plus tard. Le call to action, c'est un des points pour moi les plus importants de l'email. C'est ce qui va faire que derrière, bah, vous allez avoir des réponses ou pas, quoi. S'il n'y a pas de call to action dans votre email, moi, je suis la personne qui a reçu l'email, je suis un peu perdu devant. Je me dis, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, vous me demandez un petit peu de jus de cerveau, quoi. Il va falloir que je réfléchisse et que je me dise, OK, qu'est-ce que je peux lui répondre, comment, pourquoi? Alors que si votre call to action, il est super simple et vous me posez une question en mode OK, Marwan, est-ce que patati patata pour l'interrogation? On peut en discuter lundi à 16 heures ou mardi à 18 heures. Moi, la réponse, elle est simple. Je réponds juste à votre question. Oui, ça m'intéresse, mais je ne suis pas dispo mardi. Je suis dispo mercredi. Ou alors, non, ça ne m'intéresse pas. Je suis déjà en contact avec. Ou alors, oui, ça m'intéresse. Je suis dispo lundi. On prend un rendez-vous. Mais votre call to action, il va être super simple. Imaginez que à la fin de votre email, déjà, tout votre email, imaginez que vous l'avez écrit pour une personne de 6 ans. Et ensuite, à la fin de votre email, c'est vraiment le moment où vous prenez la personne par la main et vous lui dites, OK, là, tu vas cliquer ici, tu vas arriver sur mon agenda et tu vas prendre un rendez-vous de 30 minutes au moment qui t'arrange le plus. Et on va échanger ensemble sur tac, 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 tac. Donc là, vous reparlez des bénéfices communs que la personne va avoir en discutant avec vous. Et puis, bah voilà, votre call to action est super simple, il est super clair et ça fonctionne bien. Il y a plein de petits tips sur les call to action. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est utiliser, là je rentre dans les détails, mais ce qu'on appelle le liquid syntax. C'est en gros, ça me permet d'écrire des phrases différentes en fonction de variables sur la personne. Donc, s'il est head of growth, je vais lui dire tel call to action. S'il est head of sales, je vais lui dire tel call to action. Et du coup, parfois, je fais varier comme ça mes call to action en fonction des personnes que je contacte, même au sein de mon ICP. Même en fait, au sein de mon ICP, parfois, j'ai structuré mon email. C'est super quali. Je sais que je vais contacter que des VP, mais des fois, j'aime bien jouer comme ça avec les call to action. Call to Marwan, action, super important. Ouais, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a pas mal de petites vas-y. questions. Si je prends les deux premières parties, la première, c'est de Anna. Elle demande un lien Calendly avec tes dispos. Est-ce que ça marche comme CTA, selon toi? Ouais, bah moi je l'utilise. Je l'utilise, ça marche. Après, c'est comme tout, enfin, il y a une façon de faire. Tu peux pas juste dire à la personne, tiens mon agenda et puis débrouille-toi, quoi. Comme un vendeur de tapis. C'est juste, bah voilà, je voulais parler avec toi. Je pense que tu es super occupé. Je te partage mon agenda. Ce sera plus facile pour toi. Tu trouveras des créneaux qui t'arrangent. N'hésite pas. Et puis, si tu trouves pas ton bonheur, recontacte-moi, quoi. Moi, je le fais, en tout cas, je le mets vraiment, je mets mon lien Calendly parfois.
Ok, cool. Et il y a Ouna qui demande qu'est-ce que tu réponds quand on te dit à ton projet intéressant, mais là, on a trop de projets, on n'a pas le temps. Est-ce que tu rebondis Euh, sur un mail comme ça? ouais, en vrai, ce qui se passe quand on me dit ça, j'essaie pas trop de répondre à la personne en lui disant ah, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes occupé et tout. J'essaie déjà de me débrouiller un peu de mon côté en regardant. Ça se trouve, ils sont en pleine levée de fonds et en gros, ils sont sous l'eau parce que ils sont peut-être en train de tout restructurer. Et du coup, en fonction de ce que j'ai identifié, le point qui fait ils sont sous l'eau ou qu'ils n'ont pas le temps, je vais essayer de le réutiliser derrière dans mon email en disant ouais, je comprends, j'ai vu que vous étiez en pleine levée de fonds et que en fait, vous étiez en train de restructurer pardon, l'équipe sales, mais c'est vraiment parce que j'ai vu ça que je vous ai contacté. Je pense que vous allez gagner du temps à automatiser vos process. Je pense que vous allez passer peut-être un petit peu de temps maintenant à configurer des séquences qui soient quali et une bonne délivrabilité, mais quand vous allez grossir et continuer à grossir et à recruter des sales, à chaque fois que vous prendrez un nouveau sales, vous êtes sûr qu'il fera des bons taux d'ouverture et des bons taux de réponse parce qu'on aura tout configuré ensemble, etc., etc. J'essaye en fait, entre guillemets, de prendre le problème et, euh, et de dire à la personne, je sais que tu as ce problème-là, je t'ai contacté en le savant parce que vraiment, en fait, je peux t'aider à aller plus vite et à bypasser ce problème-là. Mais c'est compliqué. En tout cas, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il n'y a plus de séquence automatisée. C'est moi qui commence à faire le travail d'un sales, qui cherche la bonne proposition de valeur et le bon message à envoyer. Puis ensuite, si la personne me dit je suis vraiment trop occupé, je lui redemande bah, quand est-ce que je peux vous contacter pour qu'on puisse parler ensemble quand vous serez un petit peu plus libre. Et là, elle me donne une tranche, une date ou ce genre de choses, et moi, je me note de la recontacter. Ok, top. Et j'enchaîne avec deux autres petites questions que j'ai repérées. Il y a quelqu'un, je ne sais pas le prénom, qui dit que LinkedIn, enfin, les retours sont assez faibles de réponses. Et est-ce que tu as une stratégie, toi, quand tu ne trouves pas le mail de quelqu'un ou alors qu'il ne t'a pas répondu via LinkedIn? Quand il m'a pas répondu via LinkedIn et que je trouve pas son mail, pour l'instant, je fais rien. Honnêtement, j'ai pas le temps. Si on avait des SDR, sûrement qu'on ferait du call call ou plein d'autres choses. Mais en ce moment, pour le moment, j'ai pas le temps. Ce que je fais, c'est que je les mets de côté et je les recontacte peut-être un peu plus tard avec une autre approche, avec un autre sales. Je passerai ça à Clémence et je vais lui dire, OK, je les ai contactés avec cette séquence-là. J'ai utilisé tel argument et telle proposition de valeur. Ils n'ont pas été trop réceptifs. Tiens, je te les passe et essaye de les recontacter dans 3 semaines avec une autre proposition de valeur un peu différente, une approche ouais, tout autre en fait. Mais non, les deux canaux que j'utilise, c'est LinkedIn et comment dire, l'emailing. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que moi, j'aime bien aussi travailler sur LinkedIn avec une approche très orientée sur mon personal branding. Donc, si la personne ne me répond pas, je me dis que c'est pas grave. Je vais apporter énormément de valeur dans mes publications. Je pourrais lui partager deux, trois articles que j'ai écrits ou deux, trois choses intéressantes en message privé. Je sors complètement de la partie prospection et après, bon, bah, j'essaie de réchauffer comme ça mon prospect. Parfois, ce que j'aime bien faire, je crois que je ne l'ai jamais dit dans aucun webinar, mais à la fin de mes séquences, genre 30 jours, 35 jours à la fin de mon dernier email de prospection, il y a un autre email qui part, et là, c'est un email complètement différent en mode coucou, ça serait trop bien qu'on puisse networker tous les deux. Et en fait, j'essaie d'aller chercher un rendez-vous de networking. Un rendez-vous de networking, c'est trop puissant. C'est vraiment hyper puissant, c'est trop important. Quand je fais un rendez-vous networking, c'est le moment où la personne, elle n'est pas sur ses gardes. C'est le moment où elle me dit, en ce moment, j'ai ce problème-là, comment est-ce que tu ferais? Ma stack, c'est ça, mes outils, c'est ça, on est temps de sales. Bref, je fais mon rendez-vous de découverte. Et à la fin, à aucun moment, j'essaie de tourner le rendez-vous en mode sales, mais vraiment à la fin du rendez-vous de networking, je lui dis à la personne, bah, écoute, je t'ai partagé des conseils, plein de trucs, de tout ce que tu m'as dit. C'était pas mon objectif premier, mais je sens que je peux quand même t'aider avec la liste. Est-ce que ça serait pas bien qu'on fasse un call de 10 minutes? Juste, je te présente, on en reparle, mais de manière un peu plus business cette fois-ci. Et en général, ça marche plutôt bien. Les rendez-vous networking, ça marche plutôt bien. C'est comme ça que Guillaume, au début, il a fait connaître la liste. Il a fait énormément de call networking avec des head of growth et la moitié les a signés, quoi. Même plus de la moitié en vrai. Ok, Est-ce que j'ai super répondu à la intéressant. question? Yes, je pense. Moi, la personne nous le dira peut-être en commentaire. Top. Et justement, juste avant de reprendre, ce que tu parles de code email parfait, à partir de combien de tests tu te dis que c'est bon, tu as validé que ton message était bon et que ton email Ok. justement était parfait? Ouais.
À partir de combien de tests? Je ne peux pas donner de nombre exact. Ce qui se passe, c'est que vraiment, j'AB test, j'envoie mon email, je regarde les résultats, je le compare avec un autre email que j'ai envoyé, je regarde les résultats. J'essaye d'améliorer ensuite, de fusionner tous les insights que j'ai pu avoir pour en faire un autre, que je ré-A/B teste aussi, et j'essaie d'aller chercher comme ça un maximum de, d'optimisation. Et le moment où j'arrête d'optimiser, c'est le moment où je me rends compte qu'en fait, soit les deux emails que j'envoie en fait ont les mêmes taux de conversion, grosso modo. Le A et le B, c'est la même chose. Soit en fait, j'ai modifié et et je rechute. Et donc je me dis, OK, j'étais sur la bonne proposition de valeur et ça sert à rien d'aller chercher très loin. Je vais fonctionner de telle manière. Et parfois, le copywriting est bon, mais je me dis juste, en fait, je suis peut-être pas arrivé au bon moment. Donc, je vais essayer ce copywriting-là, mais sur un autre moment, sur un autre signal par rapport à mon marché. Je vais essayer ce message-là sur un autre canal. Et je vais peut-être ajouter du LinkedIn, je vais peut-être ajouter du cold call. Bon, c'est rare que je fasse du cold call, mais des fois, j'en fais. Et, euh, et voilà, en fait, le cold emailing parfait, il est là. Mais ensuite, maintenant, je me dis, OK, quand est-ce qu'il faut que je l'envoie, en fait, et pourquoi et comment. Donc, il y a plein de choses à A/B tester. Et A/B tester beaucoup. Soyez pas trop obsédés non plus de l'A/B testing, hein. Parfois, vous ne pourrez juste pas convertir une personne sur ce canal-là parce qu'elle n'est pas dessus et que la meilleure façon de l'avoir, ce sera quand elle viendra d'elle-même parce que vous l'aurez bien chauffé, etc., etc. Mais ouais, en général, j'optimise comme ça, de cette manière-là. C'est un peu mon process. Ok, top. Bah écoute, je te laisse poursuivre et se refera une petite session Ouais, réponse. pas de problème. Tu me coupes, il n'y a aucun souci. Top. Hop là, j'enchaîne. Une autre partie, du coup, dans un cold emailing parfait, c'est pas obligé, dans le sens où je ne le mets pas dans tous mes emails. Par contre, c'est sûr, il est dans toutes mes séquences. C'est la partie social proof. Le fait de dire à un prospect, je travaille déjà avec telle entreprise, etc., etc., forcément, ça me permet de créer de la crédibilité et un peu de confiance vis-à-vis de mon prospect. Surtout que ne l'oubliez pas, c'est des personnes qui ne me connaissent pas. Je les contacte comme ça à froid pour leur parler d'un sujet qui potentiellement n'était pas dans leur tête ou n'était pas dans leur projet. Donc, le fait de mentionner comme ça des entreprises, c'est super important de mentionner des références. Point important aussi, faut toujours, enfin toujours, c'est hyper important de prouver en fait ce que vous êtes en train de dire. Parce que c'est facile pour moi de faire du name dropping pardon, en disant je travaille avec Comet, Uber, Adecco, Zendesk et toutes les grosses boîtes en France et les grosses startups et à l'international. Mais si je ne peux pas le prouver, parfois c'est un petit peu plus compliqué et justement ça peut même détériorer un peu la crédibilité et la confiance que les gens ont vis-à-vis de moi. Donc quand je vais dire je travaille avec Zendesk, je vais mettre un petit PS et justement c'est hop, le point. Voilà, il y avait d'autres slides. Mais en gros, je vais mettre un petit PS où je vais dire, au fait, ici, tu peux trouver le témoignage de Zendesk. Et là, la personne, elle clique, elle a une vidéo. En gros, j'utilise des use cases, des success stories, etc., etc. Ça, c'est important, essayer de le prouver au maximum. C'est important. Parfois, je sais que vous ne pouvez pas le prouver. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire, je travaille avec, euh, bon, j'ai pas de nom, avec Simon Brossard de chez Lemlist, de vraiment mentionner le prénom de la personne. Ça, c'est des petits trucs que j'aime bien faire aussi parce qu'en vrai, personne ne mentionne le nom d'une personne comme ça. Alors, enfin, si on n'a pas été en relation avec elle, si on n'a pas discuté, ce genre de choses. En tout cas, très peu de personnes se permettraient de le faire. Et donc, quand vous le faites de manière un petit peu intuitive, vous vous dites automatiquement, bon, bah, ça doit être vrai, quoi. Donc ça, c'est des choses que j'aime bien faire parfois quand je ne peux pas pousser un use case ou que juste j'ai pas forcément envie ou dans mon cold emailing, je sens que ça ne va pas le faire ou que parfois je ne veux pas mettre de lien sortant aussi parce que je veux vraiment que la personne reste dans l'email. Voilà, la partie crédibilité et confiance, je vais dire je travaille avec Domitic et Frishti, on a fait ça, 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 etc., etc. La liste ouais, des différentes approches en termes de social proof, c'est juste partager un lien d'un article de presse qui parle de vous, un lien d'un article de blog que vous avez pu écrire, un témoignage client, une vidéo, les recommandations sur LinkedIn, etc., etc. Il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent vous aider à augmenter cette partie social proof. L'utilisation du PS dont je vous ai parlé, il y a un petit biais, et sûrement ça vous est déjà arrivé, quand vous recevez un message, ce que vous aimez sûrement faire, c'est regarder la première phrase, regarder la dernière et essayer d'imaginer ce qu'il y a entre les deux parce que vous êtes pressé et il faut aller vite. Et donc, du coup, le PS, c'est plutôt cool de l'utiliser parce que vous allez pouvoir ajouter en fait soit une surcouche de personnalisation avec un petit PS en disant à une personne, au fait, j'ai vu sur LinkedIn que tu aimais la cuisine.
hop, la personne elle se dit, what, c'est super personnalisé, ce message, c'était vraiment pour moi. Je vais peut-être lire un peu plus en détail ce qu'il y a au milieu, quoi. Ou alors, PS, comme je vous l'ai dit, voilà un article, voici une vidéo en fait de, je ne sais plus comment il s'appelle, le directeur de Zendesk qui a fait le témoignage, mais de First Name de chez Zendesk qui fait le témoignage, comme j'ai pu t'en parler dans l'email. Autre enfin, avantage du PS, moi j'aime bien l'utiliser pour mettre le lien de désinscription, parce que je mets toujours des liens de désinscription dans mes relances. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ma délivrabilité. Si quelqu'un me met en spam, ça, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Donc, je préfère qu'elle se désinscrive plutôt qu'elle me mette en spam. Si elle se désinscrit de ma liste d'emails, c'est pas grave. Peut-être que je la colle colorée ou peut-être que je lui enverrai un message sur LinkedIn ou, comme je vous ai dit, on travaillera sur une approche inbound pour que la personne, elle vienne à nous d'elle-même. Mais en tout cas, l'utilisation du PS, elle est plutôt cool. Et moi, j'utilise partout maintenant. J'utilise même sur mes posts LinkedIn. Donc, le PS, j'aime bien l'utiliser et je vous invite à l'utiliser. Là, bah voilà, par des différentes utilisations possibles du PS, c'est un article, c'est des phrases de personnalisation à propos de quelque chose que vous avez pu voir, une phrase de félicitation, PS, en fait, bravo pour le deal que tu as décroché, bravo pour votre nouveau contrat avec, bravo pour la levée, enfin, etc., etc. Vous pouvez imaginer un milliard de choses. Ça, c'était un exemple, mais je crois que c'était un exemple de Simon où justement, il montrait que quand il ajoutait un PS et de la personnalisation, il allait plus loin dans la partie prise de, comment dire, de rendez-vous. On les voit, les métriques ici. Et donc, du coup, vraiment, c'est pour vous montrer que le PS, quand vous ajoutez une petite couche de personnalisation, c'est plutôt quali. Et c'était l'exemple de PS qu'il a mis ici. Et ouais, c'était vraiment Simon. J'étais pas sûr, mais ouais. Hop. Les 5 niveaux de personnalisation. Le premier et le deuxième, j'espère que vous les utiliserez jamais, mais je vais vous en parler quand même. Ensuite, il y a le troisième où c'est plutôt quali. Le quatrième, c'est ce que je fais au quotidien. Et le cinquième, là, c'est du top niveau. Est-ce qu'avant ça, vous avez des questions? Ouais, il y a pas mal de petites questions encore. Vas-y. Alors, attends, ce que je reprends, il y a un côté Q&A. Il y a Jérôme, enfin, il y a pas mal de questions sur Sales Navigator. T'en Ouais. parlais au départ. La première, est-ce que c'est possible de trier tes prospects par âge? Sur SalesNav, Ouais. t'as pas un filtre âge. Par contre, je réfléchis à ce que tu pourrais utiliser. Peut-être que tu pourrais utiliser un filtre expérience professionnelle et ça pourrait te donner une tranche d'âge. Tu pourrais utiliser le filtre, euh, comment ça s'appelle? Euh, sortie d'école, quoi. Je pense qu'il y ait ce filtre-là, si je dis pas de bêtises, si je ne confonds pas avec une autre interface. Pourquoi est-ce que la personne, déjà, elle veut l'âge? C'est intéressant aussi de savoir ça, parce que potentiellement, c'est pour pouvoir personnaliser son email, mais en fait, tu vas te rendre compte que l'âge, que la personne ait 20 ans ou 45 ans, ça ne va pas changer grand-chose en termes de personnalisation. Donc, questionne-toi aussi sur est-ce que c'est vraiment pertinent, mais je pense que si ça doit l'être si on m'a posé la question. En tout cas, de cette manière-là, enfin, si vraiment c'est important, je pense que j'aurais filtré de cette manière-là sur LinkedIn. Ouais, et il y a Guillaume qui dit que non, en effet, tu n'as pas le filtre âge, mais tu as le filtre temps passé à ce poste. Et en effet, ça peut être Ouais, ouais. intéressant. Ouais. Temps passé à ce poste, ou je crois qu'il y a aussi temps, années d'expérience. C'est deux choses différentes, mais tu peux l'utiliser, ouais. Et il y a Guillaume, justement, toujours sur SalesNav, qui demandait est-ce que tu as des conseils pour avoir des listes un peu plus propres? Ouais, bah 16 c'est un peu, je crois que c'est LinkedIn, ils ont la base de données la plus complète au monde et ils en font n'importe quoi. 16 c'est difficile de bien filtrer. Il y a plein d'écoles. Moi, ce que je fais, c'est que mon objectif premier, c'est de prendre du rendez-vous. Si je dois passer un petit peu de temps sur une personne, bien la qualifier pour prendre un rendez-vous avec elle, ça ne me dérange pas. Par jour, j'envoie 20 emails. Et je fais tous mes rendez-vous tranquilles de ma semaine, j'atteins mes objectifs. Enfin, c'est pas j'ai pas de pression à ce niveau-là. Parce que je sais que j'envoie 20 emails qui sont quali. Donc, soit tu as l'école où OK, je vais personnaliser mon approche. Donc, j'ai ma liste, mais je vais prendre le temps quand même de faire une petite qualif à la mano, d'ajouter mon icebreaker, de faire une phrase personnalisée par prospect. Soit tu as des outils, justement, comme EvaBoots, qui te permet de, comment je pourrais expliquer ça? En gros, tu vas dire mes critères, c'est ça. Tu vas faire une recherche. EvaBoot va te scraper Sales Navigator. Et ensuite, automatiquement, il va aller regarder les critères que
que, que tu as pu définir auparavant, s'ils sont vraiment retrouvés dans cette recherche-là, et il va te sortir que les personnes qui correspondent parfaitement à ces critères. Donc, c'est aussi des possibilités. Si tu veux gagner un peu de temps, tu pourrais le faire. Et ensuite, refaire une couche à la mano sur chaque personne pour être sûr. Et après, il n'y a pas d'autres outils pour moi qui permettent de faire ça. J'en ai pas à ma connaissance. Eva Boot le fait bien, c'est plutôt sympa. Tu pourras aller regarder. Je crois pas que ce soit en plus hyper cher. Donc, Eva Boot, c'est EVA2OT, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok, top. Et il y a Jérôme, en effet, qui disait que c'était pour les salariés qui vont prendre leur retraite. Donc, d'où l'âge. Ah, ok. Sur 16 nav, ouais, je pense que le nombre d'années d'expérience professionnelle, ça peut être intéressant. Euh, les salariés qui vont prendre leur retraite. Et tu contactes le salarié qui va prendre sa retraite, pourquoi tu contactes pas genre un DRH? Eux, ces personnes-là pourront te mettre en relation directement avec les personnes qui sont potentiellement intéressées ou ça se trouve, ils pourront mettre en place des choses en interne qui vont t'aider. Là, je connais absolument pas ton service ni ton produit. Je te dis des idées comme ça, mais des fois, parfois, tu peux attaquer une personne en interne qui deviendra un peu promoteur de ton produit. Ça peut être des bonnes approches. Parfois, c'est pas du tout le décisionnaire final, mais moi, je contacte le sales. C'est lui qui utilise l'outil in fine, mais c'est le head of qui décide. Je contacte le sales parce que lui va me donner pas mal d'infos. Et parce que si il y a trois quatre sales qui vont voir leur head of sales en disant on a vu l'Emlist, ils nous ont envoyé une séquence, ça avait l'air hyper stylé et personnalisable, peut-être que le head of sales, lui, va être plus à même après de venir vers moi et de me dire bon, il y a mes sales qui m'ont parlé de ce que vous faites, je serais un peu curieux de voir ce qui se passe de votre côté. C'est des idées comme ça que je lance à la volée. Je ne sais pas si c'est pertinent par rapport à votre projet, mais ouais, j'aurais peut-être essayé ça. Et Ouais, puis je les pense. Bah, filtres sur Jérôme CV. dit top et en effet, il contacte les DRH. Donc, ouais, super pertinent. Ok, top. Et, D'autres questions? il y a des petites questions niveau outils. Est-ce que tu utilises Instant Data Oui. Scraper pour le scrap de site? Ouais, je l'utilise, ouais. Ou j'utilise Data Miner aussi, qui est plutôt cool. Je me chauffe un petit peu avec Captain Data. Mais c'est vraiment quand je fais un peu de temps devant moi. Pour le moment, je fais un petit coup de Data Miner ou Instant Data Scraper et je sors des listes, des sites. Je sors mes Google Sheets, quoi, et je me débrouille après à l'intérieur à la mano. Vraiment, je fais beaucoup de personnalisation, moi, dans mes emails. Donc, comme je vous l'ai dit, j'envoie 20 emails par jour. Je passe peut-être 2 heures à les faire et vraiment, j'envoie des choses très quali pour aller chercher du rendez-vous à coup sûr, en fait. Ok, en fait, tu déguises ton code d'email, quoi, le plus possible. Ouais, en fait, j'ai toute ma structure qui est prête, mais il y a deux, trois petits endroits où je vais ajouter ce qu'on appelle justement, c'est le niveau 4 de personnalisation, l'icebreaker. Une phrase super personnelle en disant à la personne, j'ai vu ton intervention sur tel podcast, j'ai beaucoup aimé le moment où tu as parlé de hop, hop, hop. Du coup, en fait, je me suis posé une question et puis là, j'enchaîne sur la suite de mon email qui, lui, est totalement automatisé, la suite de ma séquence qui l'est aussi. Mais je passe du temps sur la qualif, être sûr que je contacte la bonne personne, plus ajouter cet icebreaker. Parfois, j'en ai trois, parfois j'en ai un, parfois j'en ai deux, mais j'essaie toujours d'avoir cet icebreaker qui fait que la personne se dit l'email, il était pour moi et pas un autre. Ouais. Des fois, Parce que j'ai souvent des réponses de personnes qui me disent ton email est vraiment automatisé, comment tu as fait et tout. Et ils se demandent justement comment est-ce que j'ai pu automatiser en ajoutant cette couche de personnalisation. Est-ce que tu sens quand même, enfin souvent on dit que tout ce qui est automatisé, etc., ça marche bien sur les marchés anglophones, etc. Et qu'en France, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que les gens cherchent l'empathie? Qu'est-ce que tu penses Ouais, de tout ça? moi je pense que si je contacte une personne avec un email qui est personnalisé comme je l'entends, minimum niveau 4, même niveau 3 si c'est bien fait, ça passe. Et que surtout je réponds à un problème, la personne va me répondre. Et donc, le cold emailing, le social selling, tout ce qui est un petit peu automatisation, honnêtement, ça marche très bien. Sinon, nous, on n'aurait pas cette croissance-là. Et sinon, on ne travaillerait pas avec plein de boîtes qui sont en France. Je crois que School utilise Lemlist. Euh, on a quoi comme référence? Welcome to the Jungle, on a Bruce Work, on a des teams de recruteurs, en France, on a Scalo. Enfin, il y a vraiment beaucoup de belles boîtes qui utilisent Lemlist. On commence tout doucement à arriver sur le marché français. Et donc, ça marche, ça marche. Il y a plein de boîtes qui le font. C'est juste qu'il faut le faire d'une manière qui soit quali.
Ok, top. Et il y a Amanda qui demande, est-ce que tu as des conseils quand on a des difficultés pour identifier la personne qui est décisionnaire dans une boîte? Ouais, Elle, notamment dans l'événementiel, un peu compliqué d'identifier ceux qui organisent les événements dans les entreprises. ouais, c'est sûr. Quand c'est comme ça, j'essaie toujours. J'ai une séquence en fait. Je le fais quand j'ai un peu de temps, mais en parallèle où je me dis, ok, là, je sais pas trop en fait si cette personne c'est vraiment la decision maker, donc je la mets dans une séquence. Je sais pas, je sais pas quoi. Et en gros, c'est un email qui part en disant. Je vous ai vu sur LinkedIn et tout, je me suis un peu intéressé à votre entreprise, mais très sincèrement, j'ai cherché qui pouvait être le responsable de tel sujet et je me suis dit que ça pouvait être vous. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ou est-ce que vraiment je peux parler à une autre personne de, et puis là, une petite proposition de valeur. Comme ça, si c'est la personne, bon, bah, il y a un oui ou un non. Si c'est pas elle, en général, elle va vous dire c'est pas moi. Elle va vous donner le nom de la personne. Et si elle ne vous le donne pas, vous, derrière, vous êtes sales, vous creusez un petit peu en disant OK, est-ce que vous pourriez me donner le nom de la personne, s'il vous plaît, etc., etc. Donc, une petite séquence un petit peu comme ça en mode c'est flou, je sais pas, je vais demander. Tu vois, ça aussi, tu me parlais d'empathie justement avant. C'est hyper empathique de dire écoutez, je me suis intéressé à votre entreprise, mais très sincèrement, je n'ai pas trouvé qui pouvait être responsable de tel sujet. J'estime que c'est vous. Est-ce que c'est le cas? Et ça marche bien aussi de juste se mettre dans une position de j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Et en général, les gens ne sont pas méchants, ils n'ont pas un mauvais fond et donc sont prêts à vous donner une réponse à vos questions. Ok. Et j'imagine, je vais te laisser terminer peut-être tes niveaux de personnalisation, mais est-ce que derrière, tu comptes nous parler un peu des fréquences de relance, etc. Est-ce que tu as un schéma un peu type à... Ouais. Je ne veux pas vous dire il faut mettre 3 jours, 4 jours, 5 jours, etc. Par contre, moi, ce que j'essaie de faire, c'est déjà en moyenne d'avoir entre 2 et 3 touch points par semaine. Et comme je fais du cross-canal, ça c'est important, ça me permet la question d'arriver aussi un peu sur la partie cross-canal. Euh, J'essaie d'avoir des touch points qui soient un petit peu soft, du style juste faire une visite de profil. Et puis le lendemain, j'envoie un email. Et puis après, la même semaine, j'envoie une invitation sur LinkedIn. Et puis si la personne ne me répond pas, la semaine d'après, elle va recevoir un email avec un commentaire sous une publication, un petit like, etc., etc. Ou peut-être un coup de téléphone. J'essaie comme ça de varier et de me dire minimum 2 touch points par semaine. Ça, c'est ma règle perso, c'est pas la règle ultime, mais après, au-delà de 2 touch points, ça devient quand même beaucoup de se dire j'ai envoyé un email, j'ai envoyé une invitation, j'ai envoyé un message. Sur une semaine, c'est trop, quoi. Il faut que je laisse le temps à la personne de respirer, de répondre, de digérer un peu mon message. Ça se trouve, elle est occupée. Ça se trouve, elle avait prévu de revenir vers moi. Je ne vais pas la harceler. Je lui envoie un message et je veux juste voir si elle a reçu mon petit email. J'enchaîne avec une autre proposition de valeur qui est liée à une future, ce qu'on pourrait avoir, etc., etc. Ok, parce qu'au final, ouais, tu passes beaucoup de temps sur chaque prospect. Tu utilises des outils en particulier justement pour suivre que tu as fait une relance là-dessus, une visite de profil. En fait, moi, j'utilise Levelist, ça me permet de vraiment tout faire. Je configure mes séquences où je vais dire visite de profil, 2 jours après, message sur LinkedIn, 3 jours après, email, 4 jours après, une tâche manuelle d'aller liker une publication ou de mettre un vrai commentaire super quali, 7 jours après, un call, etc., etc. Littéralement, je crée ma séquence quoi, sur Levelist. Et après, là où je passe du temps, c'est plus sur réfléchir à mes emails, c'est juste, OK, là, je vais contacter Spendesk, c'est qui le decision maker? C'est qui la personne qui pourrait être hyper intéressée par ce que je dis chez Spendesk? Je regarde un peu et je me dis, ah, bah, c'est Jérémy, non, c'est telle personne, etc., etc. Et après, j'ajoute juste Jérémy avec la couche de personnalisation dans ma séquence. C'est juste comme ça que je fonctionne. Donc, je passe du temps, mais en vrai, je passe quoi, 5 minutes par personne. Et c'est parce que vraiment, moi, j'aime bien passer un peu de temps et comprendre et faire. Je veux faire mouche. À chaque email que j'envoie, je veux faire mouche. Mais si j'étais pressé, je pourrais passer 2 minutes par personne et enchaîner comme ça les emails. Je pense que si j'étais un SDR et que je faisais ça toute la journée, je pourrais enquiller peut-être 50 emails hyper personnalisés à fond et aller chercher du rendez-vous, quoi. Ouais, ok. Et tu fais tout sur l'Emlist ou est-ce que tu as d'autres outils un peu à recommander? Là, j'ai vu passer pas mal de commentaires sur qu'est-ce que tu penses de Pipedrive, qu'est-ce que tu penses de Sonic Ah, Blue? ouais. Qu'est-ce que je pense de Pipedrive? C'est le CRM qu'on utilise. Donc c'est cool, mais c'est un CRM, c'est pas un outil qui permet de faire la prospection. En fait,
Moi, je suis connecté à mon Pipedrive. Parfois, je vais même chercher des gens qui sont dans mon Pipedrive, je les mets dans la liste automatiquement et je les contacte. Donc, Pipedrive, c'est mon CRM, c'est là où il y a tous mes deals que je suis, tout ça. Mais là où je fais ma prospe, c'est la liste. C'est là où je contacte les personnes. Ensuite, Sendinblue, c'est un outil de marketing automation. Donc, c'est complètement différent de ce que fait Lemlist. On n'est pas du tout concurrent, on est même au contraire des outils qui sont complémentaires parce que le marketing automation, ça va te permettre d'envoyer du contenu sur une nouvelle fonctionnalité qui va sortir, sur de la newsletter, ce genre de choses. Tu envoies 20 000 emails, 30 000 emails d'un coup. Mais tu ne fais pas de prospection avec ça. Même le niveau de personnalisation n'est pas aussi fin qu'avec un outil de cold emailing comme Lemlist. Donc, tu réchauffes en fait tes prospects avec un Sendinblue, tu scores tes leads, même presque. Puis dès que tu envoies un qui est un petit peu chaud sur Sendinblue, hop, automatiquement, tu peux faire des connexions. Ça arrive sur Lemlist et là, tu envoies le bon message en disant ça fait 5 fois que tu ouvres ma newsletter, tu as ouvert, tu as répondu, machin, un truc. Peut-être que tu serais intéressé de parler de tel sujet. C'est vraiment des outils qui sont différents. Ensuite, pour répondre à la première question, est-ce que je passe mon temps tout le temps sur Lemlist? En majorité, oui, parce que j'ai vraiment tout dessus. J'ai mon extension qui me permet d'aller scraper LinkedIn, Sales Navigator. J'ai ma connexion avec Drop Contact qui fait que tout est créé automatiquement tout est enrichi, pardon, je trouve l'adresse email automatiquement. Ensuite, j'ai même la connexion avec mon CRM, donc ça se crée dans mon CRM. En fait, mon rôle de sales, c'est pas de penser à tous les outils que je dois utiliser et comment les connecter. C'est juste, j'utilise Lemlist. Je sais que quand je fais quelque chose sur Lemlist, je le retrouverai quelque part dans mes autres CRM, dans mes autres outils ou quoi que ce soit. Donc, je passe mon temps à faire de la prospection tranquillement, à ajouter des gens sur Lemlist et à les contacter de manière quali. Je fais ça le matin, l'après-midi, je fais mes rendez-vous et je fonctionne que comme ça. Littéralement, mes journées, ma routine, c'est le matin, je suis un SDR, l'après-midi, je suis un AE, et le lundi, je fais du gros, donc je fais ma lead generation, je construis mes listes de prospects. Le vendredi, je construis toutes les publications sur LinkedIn que je vais pouvoir poster, etc., etc. Ok, Est-ce génial, que merci beaucoup. s'il y a d'autres Ouais. questions hein, sur les outils, sur plein de choses, n'hésitez pas avec plaisir. Ouais, j'ai essayé de prendre un max de questions. Là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et je vois qu'il est déjà 15 heures, donc je vais peut-être te T'inquiète. laisser conclure et Je vais terminer un petit peu. Je termine sur la partie niveau de personnalisation, je vous l'ai dit. Hop, pardon. Voilà. Niveau 1, s'il vous plaît, ne le faites pas, c'est juste les Hello First Name. Bonjour, je m'appelle, je me présente, je travaille pour, avec juste un first name et encore un company name. Ça, il ne faut pas le faire, c'est ce que 90% des gens font. Du coup, vous n'allez jamais créer de l'empathie, jamais, vous allez jamais donner envie à une personne de vous répondre. Ensuite, il y a le niveau 2, c'est des phrases un petit peu spécifiques à l'industrie. En gros, je sais que je vais contacter des boîtes qui travaillent dans la partie cosmétique. Je vais dire, j'ai vu sur Statista que 70% des boîtes cosmétiques, patati patata. C'est pas ouf. C'est quand même mieux que le niveau 1, bien évidemment, parce que c'est le niveau 2, mais c'est pas ouf. Ensuite, le niveau 3, c'est ce qu'on appelle de l'ABM, en fait, l'account-based marketing. Là, vous allez envoyer des messages vraiment spécifiques à une entreprise en disant trop cool, j'ai vu votre levée de fonds, ou alors même pour la Miss, j'ai vu que vous aviez refusé 30 millions de levée de fonds, j'ai adoré le concept, le machin, le truc. C'est un message spécifique à l'entreprise. Le niveau 4, comme je vous l'ai dit en fait juste avant, l'icebreaker, c'est la personnalisation sur la personne. C'est même plus sur l'entreprise. C'est si moi je vois que sur LinkedIn vous avez mis que vous aimez bien les chiens, je vais vous envoyer un email en disant en fait, j'ai vu sur LinkedIn que tu aimais bien les chiens, mais je me dis que ça se trouve, tu aimes encore plus la personnalisation dans tes emails. Hop. Et puis là, je fais une petite transition vers mon email qui a une structure plus traditionnelle où je vais lui pitcher mon produit. Et le niveau 5 en termes de personnalisation, là, c'est une vidéo personnalisée pour chaque prospect. Ça veut dire que vous ouvrez Loom, vous enregistrez sur le profil LinkedIn de la personne, vous dites OK, j'étais sur LinkedIn, je suis tombé sur ton profil, j'ai vu ça, du coup, je me suis demandé ça. Ça dure 30 secondes, vous prenez le lien, vous le mettez dans la séquence et c'est parti, quoi. Et ce qui est cool en plus avec la mise, c'est que vous pouvez faire des séquences avec justement des vidéos personnalisées, des landing pages personnalisées, des images personnalisées dans vos emails. Donc c'est là aussi où je personnalise at scale, quoi. Où même quand des fois je passe très peu de temps sur une personne, j'arrive à avoir un très bon niveau de personnalisation. Euh, et ça, en gros, on l'a identifié après avoir analysé 50 millions d'emails envoyés sur plus de 10 000 users. Je crois que, voilà, là, j'ai rentré dans les détails des niveaux. Ça, c'est une success story, c'est pas forcément le plus important. L'art du testing, ok, ça, c'est un bon graphique
que je peux vous présenter rapidement qui est important, c'est en gros la relance, c'est crucial. C'est ce qui fait que vous allez avoir du business. On avait fait des tests, justement, où en gros, on avait envoyé une campagne et on s'était rendu compte que sans relance sur cette campagne, on avait fait campagne classique versus campagne avec des relances, on avait 30 réponses au lieu de 141 si on faisait bah, voilà, les 10 relances qui sont sur le graphique. Donc, c'est super, super important de relancer ses prospects. Le business, c'est dans les relances. Donc, automatiser vos relances, c'est important. En général, les messages sont composés de 5 à 7. Ok, je me souviens. Les séquences classiques, bon, bah, c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure. 2 jours après, 8 jours après, 14, 16, enfin, ça dépend. Moi, j'aime bien, comme je vous l'ai dit, faire du cross-canal. Ça, c'était une slide que j'avais faite en fait avant le cross-canal, je crois. Donc, quand je fais du cross-canal, je peux me permettre d'avoir 2 touchpoints par semaine. Puis l'art du testing, ça c'est important aussi. Quand vous allez commencer à B-tester des choses, s'il vous plaît, focalisez-vous sur les vraies métriques qui sont importantes. Et quand je dis ça, je ne parle pas de le taux d'ouverture, par exemple. Le taux d'ouverture, c'est cool, mais en vrai, ce n'est pas ça qui vous apporte du rendez-vous. Ce qui vous apporte du rendez-vous, c'est votre séquence, c'est le copywriting, c'est plein, plein de choses. Et donc, il faut regarder si justement le taux de réponse, le taux de prise de rendez-vous sur votre campagne, ou même pour aller plus loin, est-ce que vous avez l'argent généré grâce à cette campagne, c'est important ou pas. Si ça l'est, c'est tant mieux, c'est que la séquence fonctionne, même si votre taux d'ouverture n'est pas bon. C'est pas grave, vous allez chercher à l'optimiser. Mais soyez focalisés sur vraiment les bonnes métriques, les métriques qui sont importantes. C'est ce que je disais, du coup, ne pas vous focaliser sur les mauvaises métriques. Ce qui est en plus intéressant, c'est que si vous êtes focus sur il faut absolument que j'améliore mon taux d'ouverture en mon taux de clic, vous allez essayer de mettre en place des actions qui vont optimiser ces résultats-là et qui potentiellement vont ne pas du tout optimiser en fait la prise de rendez-vous. Je pourrais facilement avoir, hein, si je veux, 100% de taux d'ouverture sur mes emails. J'envoie un email avec un objet t'as vu, Jérémy s'est fait virer. Il y a 90% de chances que dans une entreprise, il y a un Jérémy quelque part. Tout le monde va vouloir ouvrir et se dire, OK, c'est quoi ce truc bizarre? Et même s'il n'y a pas de Jérémy, les gens ils sont toujours là en mode, qu'est-ce qui se passe? Je vais ouvrir. Par contre, quand la personne va ouvrir et qu'elle va voir mon email de prospection ensuite, elle va se dire, OK, Marwan, il s'est juste foutu de moi. J'ai pas du tout confiance en lui, j'ai pas envie de lui répondre. Et là, j'ai 0% de prise de réponse. Ou alors, tout le monde me répond, mais en me disant, tu me saoules, arrête de m'envoyer des emails. Donc, c'est important de vous focaliser sur les bonnes métriques et d'optimiser ces bonnes métriques-là. Ce que vous pouvez A/B tester, il y a pas mal de choses. C'est les objets. Vous pouvez A/B tester la phrase versus la phrase d'intro, pardon, versus quelque chose de plus traditionnel, une image versus une vidéo versus pas d'image, etc., etc. Ce qu'il faut que vous puissiez vous dire quand vous allez faire de l'A/B testing, c'est A/B tester seulement une variable. Il ne faut pas A/B tester l'objet plus la phrase d'intro en même temps. Sinon, vous n'allez pas savoir d'où viennent les résultats, pourquoi, qu'est-ce qui a eu un vrai impact sur votre test. Donc, toujours A/B tester l'objet. Ensuite, quand vous allez tester l'objet, A/B tester les phrases d'intro, etc., etc. Là, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, mais juste A/B tester variable par variable pour bien comprendre. Et sur la même population aussi. Si vous avez testé quelque chose sur les head of growth, euh, si vous testez pardon, quelque chose sur les head of growth, il faut vraiment tout tester sur les head of growth. C'est pas je vais essayer cet objet sur les grosses et cet objet-là sur le marketing ou sur le sales. Sinon, ça n'a pas de sens. OK. Bon, là, c'était des exemples de ce que je viens de vous dire, mais on n'a pas trop de temps. Ça, c'est des exemples de landing page qu'en fait, même des images personnalisées que vous allez pouvoir envoyer avec l'Emlist, avec le prénom de la personne dans l'image, etc. Vous pouvez même aller plus loin avec le logo de l'entreprise. Je crois qu'il ne l'a pas mis ici. OK. Le logo de l'entreprise, etc., etc. Ça, c'est des exemples de landing page que vous allez pouvoir faire en fait avec l'Emlist. Là, c'était un exemple de Zendesk qui justement avait mis le petit logo de Zendesk, le logo du client automatiquement, la vidéo personnalisée, le texte aussi ici. Et puis là, il y avait le Calendly pour booker un rendez-vous de manière totalement automatique. Donc, ça marchait super bien. Ils ont eu des très bons résultats. Je crois qu'ils avaient multiplié par 3 leur prise de rendez-vous avec la landing page. Ouais, x3 sur la prise de rendez-vous grâce à cette approche. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire avec l'Emlist, que vous allez pouvoir faire en dehors de l'Emlist sur du cold emailing. Là, je vous parle de l'Emlist parce que, bon, bien évidemment, c'est l'outil que moi j'utilise au quotidien et je vois et je sais qu'il est pertinent. Et je le sais aussi parce qu'en fait, avant de rejoindre l'Emlist, j'utilisais l'Emlist. Donc, j'étais déjà convaincu et je faisais déjà des rendez-vous grâce à l'outil. Donc, il y a plein de choses. A/B tester, passer à l'action, c'est le plus important.
Et puis, si vous avez la moindre question, je vous ai laissé mes coordonnées. Il y a mon adresse email, il y a mon LinkedIn. Sur LinkedIn, je répondrai vraiment beaucoup plus vite, je pense, que par email. Et n'hésitez surtout pas, on pourra en discuter, cold emailing, comment faire les approches cross-canal sur votre ICP. Je pourrais essayer de vous partager pas mal de contenu et de choses qui peuvent être intéressantes. Donc, donc voilà.